Aujourd'hui, on vous parle de Real World Assets, les actifs du monde réel, la tokenisation, où est-ce qu'on s'en va, quelques projets qui sont gros à travers ça et les secteurs à regarder si vous voulez bâtir un portfolio crypto concentré, mais de façon intelligente. On est avec monsieur Gory Candevel. et moi-même Samuel Lévesque. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser des décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Donc, on vous parle de Real World Assets. Pourquoi les Real World Assets? C'est parce que c'est un secteur que nous, dans le Learn en tout cas, on trouve particulièrement intéressant. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait qu'on va pouvoir amener tous les actifs du monde réel, l'immobilier, les obligations, la dette, et le mettre sur des tokens, le tokeniser, format crypto? Peu importe où tu es dans le monde, tu pourrais acheter des tokens qui sont reliés à de l'immobilier. Imagine même l'immobilier. Tu sais, l'immobilier, c'est pas très liquide. Mais maintenant, imagine si tu as des tokens qui représentent un immeuble. Théoriquement, maintenant, tu peux acheter un token, puis peut-être à 10 000 tokens qui représentent cet immeuble. Donc, ça augmente aussi la liquidité de l'immeuble, ce qui peut être bon ou pas, parce que ça augmente sa volatilité. Mais qu'est-ce que tu penses de cet angle-là où doucement, on pourrait tokeniser tout, mais tout? Je pense que ça va créer énormément d'opportunités pour les gens, mais un peu comme n'importe quelle industrie, que ce soit dans les débuts des NFT ou etc., n'importe où il y a des opportunités, il y a aussi beaucoup de hype. Et lorsqu'il y a beaucoup de hype, il y a plein de gens qui, parfois, soit qui se font avoir ou sinon ils se lancent dans des choses qu'ils comprennent juste pas du tout comment ça fonctionne. Alors, mon opinion par rapport à ça, évidemment, il y aura beaucoup d'opportunités, mais en même temps, de prendre le temps de s'éduquer. Il y a différents projets comme ça qui sont super intéressants, qui sont en train... Bon, on en avait parlé sur un épisode, mais je vais en reparler un petit peu pour expliquer aux gens c'est quoi. Dans le fond, quand on parle de crypto, normalement, une crypto, un projet crypto va avoir un coin ou des tokens. Et donc, si je regarde par exemple un projet crypto, on va pouvoir échanger ce coin ou ce token qui a une certaine valeur, etc. Là, maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que grâce à la blockchain et grâce à des projets qu'on appelle des RWA, Real World Assets, des actifs du monde réel, on peut prendre ces actifs du monde réel et faire ce qu'on appelle de la tokenisation. Les tokeniser pour qu'on ait littéralement un token, donc comme un projet comme, par exemple, un token comme Mana ou Decentraland ou Chainlink, etc., ou Polygon, et littéralement prendre le token. Mais ce token, maintenant, au lieu d'être un projet crypto, ça représente sur la blockchain un actif du monde réel. Donc, par exemple, comme on disait juste avant, on pourrait prendre un immeuble et cet immeuble, maintenant, il vaut 100 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on tokenise l'immeuble et on crée, par exemple, 1 milliard de tokens. Donc, si on crée 1 milliard de tokens, chaque personne pourrait acheter un token pour un certain prix ou une partie d'un token pour un certain prix, ce qui veut dire que peut-être tu n'as pas 100 millions pour acheter l'immeuble, mais ça t'intéresse cet immeuble-là, ça t'intéresse l'immobilier, puis toi, tu as 1 000 $ à mettre dedans. Mais tu pourrais donc acheter 1 000 $ de ce token-là qui représente cet immeuble, donc qui représente la valeur de l'immeuble, qui suit potentiellement la croissance de l'immeuble avec les revenus que l'immeuble génère s'il a des locataires. Bien sûr, ça serait des security tokens et non pas des tokens utilitaires. On pourra en parler dans une autre vidéo ou peut-être après si on a le temps. Et voilà, ça c'est important à comprendre par exemple. Mais ça pourrait être extrêmement, extrêmement intéressant parce que ça ouvre la porte à beaucoup plus de gens à investir dans beaucoup plus de projets. Par exemple, il y avait du private equity, des fonds d'investissement privés qui demandaient énormément d'argent pour entrer, des fois des investissements de millions de dollars. Mais là, tu peux avoir un token que tu peux acheter pour 10 000 $ au lieu d'1 million de dollars et rentrer dans ce private equity ou du venture capital, du private equity, etc. Et il y a même des compagnies qui ont commencé à tokeniser des obligations
américaines, dont un gros projet RWA. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier, vous devez faire vos propres recherches. Le plus important, c'est le prix auquel vous achetez un actif. Donc, si vous l'achetez trop cher, même si c'est potentiellement un bon projet, ça ne veut pas dire que vous allez faire des gains. Et ce projet-là s'appelle Ondo Finance. J'en ai déjà parlé. Et Ondo, justement, ils ont commencé à tokeniser des obligations de la trésorerie américaine. Et ils sont en partenariat avec des grandes banques américaines. Et là, ils ont dit récemment, justement, qu'ils étaient en train de travailler avec la SEC et le gouvernement pour voir s'ils allaient pouvoir tokeniser des stocks de compagnies américaines. Donc maintenant, au lieu de juste pouvoir acheter, par exemple, si ça passe, au lieu de juste pouvoir acheter une action de Apple, je pourrais acheter un token de Apple qui, je l'imagine, parce que sinon ça ne ferait pas de sens, et là ça ne serait pas intéressant, qui représente une action de Apple. Donc quand j'achète ce token de Apple, ça bloque une action à mon nom. Et donc, c'est comme si j'avais acheté une action d'Apple qui me donne des droits de vote, qui me donne Apple n'importe quoi, qui peut potentiellement me donner des dividendes, des droits de vente, etc. Mais au lieu de l'acheter en format classique comme une action de compagnie, je l'ai acheté à travers un token, à travers un wallet, peu importe où dans le monde. Je peux faire de la DeFi avec ça et donc même utiliser ce token-là qui représente une action de Apple pour faire des prêts et emprunts dans la finance décentralisée côté crypto. Tellement de choses possibles et pour des compagnies, ça serait juste super intéressant parce qu'à la fin de la journée, pour Apple, que tu achètes leurs actions directement ou que tu les achètes à travers un token, eux, ils ont quand même l'argent qui rentre et les investisseurs qui investissent à l'intérieur de leur compagnie. Donc, c'est super intéressant et on peut juste s'imaginer si Ondo Finance était capable de créer un accord et de faire ça, ils auraient donc comme objectif, d'après ce qu'ils ont dit, de tokeniser toutes les plus grandes compagnies américaines qui sont dans le New York Stock Exchange. Donc, c'est quand même un truc de malade, là, après d'avoir tokenisé les obligations. Donc, c'est vraiment super intéressant, pas juste Ondo Finance, mais le monde des Real World Assets. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être pertinentes là-bas. Qu'est-ce que tu dirais que les smart contracts, c'est quoi le rôle que les smart contracts joueraient dans ça comme... En fait, un contrat intelligent, c'est ce qui va nous prouver. Par exemple, quand on crée un DApp, quand je crée un DApp, une application décentralisée, c'est que je vais prendre plusieurs contrats intelligents et le mettre à travers cette application décentralisée. Alors, la tokenisation, justement, ça va se faire à travers des contrats intelligents sur la blockchain. Et grâce à ces contrats intelligents, je vais pouvoir voir tout ce qui s'est passé de façon claire, précise, transparente. Et les contrats intelligents, en fait, c'est la vie. Autant quand on parle de NFT que de projets crypto, que surtout si on veut tokeniser de l'immobilier, d'avoir tout à travers un contrat intelligent, ça peut couper les parties tiers, là, les intermédiaires. C'est transparent, c'est sur la blockchain, c'est en ligne. Potentiellement, c'est décentralisé. C'est sûr qu'il y a plein de tokens qui ne vont pas être décentralisés et ce n'est pas nécessairement problématique parce que c'est de la tokenisation d'immobilier. Donc, cet immeuble ne va pas nécessairement être décentralisé, bien que sûrement certains projets vont le faire aussi. Mais c'est ça. Puis, c'est la base de tout. Puis, est-ce que il y a déjà des régulations dessus ou sinon il y en a qui s'en viennent ou sinon c'est quoi les challenges que tu vois actuellement dans les real world assets? C'est ça. Un des challenges, c'est qu'il y a beaucoup de real world assets que pour être tokenisés, ça va être des security. Donc, j'avais dit que j'allais peut-être l'expliquer. Je vais l'expliquer rapidement. Tu as ce qu'on appelle un token, un security token et tu as un utility token, un token utilitaire. Un token utilitaire, c'est un projet qui a une réelle utilité. Par exemple, si je prends un projet comme Ethereum, leur token a une réelle utilité. Tu peux voter et tu peux utiliser Ethereum pour développer des projets, etc., etc. Donc, il y a une vraie utilité. Quand on parle d'un security token, c'est simplement pour de la spéculation et de l'investissement. Donc, par exemple, Apple ou n'importe quelle compagnie qui est dans la bourse de New York ou même dans la bourse en général, c'est des security. Tu n'es pas en train d'investir ou d'acheter des actions de Apple pour pouvoir faire quelque chose avec ça, autre que générer du rendement. Donc, c'est 100% pour de l'investissement et pour générer du rendement. Quand j'achète un immeuble, habituellement, c'est la même chose.
Donc, je ne peux pas rien faire avec. Ça n'a pas une utilité. La seule raison de son existence, c'est pour investir et générer du revenu. Donc, ça, tu dois l'enregistrer. Par exemple, toutes les actions de compagnie, c'est des security. Les actions d'Apple, Microsoft, etc., c'est des security. Le truc avec les real-world assets, c'est que si tu viens tokeniser un immeuble, à moins que tu trouves vraiment une façon de faire que ce token, tu peux dire qu'il est utilitaire, ils vont sûrement dire « Ah, ben, tu peux voter et tout ça », mais je ne suis pas sûr en cours jusqu'à où ça va passer. Alors, à moins que tu trouves vraiment une façon de le rendre utilitaire, ça va être un security. Tu vas acheter ce token-là 100% sur le fait que tu penses que ton immeuble va monter en valeur et qu'il fait des revenus. C'est pour la gestion de la création de revenus. Les stocks, c'est la même chose, à moins qu'ils trouvent une façon de le faire. Si je tokenise des actions de Apple, ce token, ce n'est pas un token utilitaire. C'est un token qui est un security. J'achète ce token parce que je veux des actions de Apple que je pense qu'ils vont monter en valeur. Donc, la différence entre un security et un utility, c'est ça, comme le nom le dit, ça a une utilité globale. Security, c'est 100% à but d'investissement et de rendement. Et donc, il y a tout un processus pour réguler et pouvoir être un security. C'est pour ça que ça pourrait être un des challenges de voir comment ils vont passer avec ça pour créer des tokens qui sont enregistrés comme des tokens de security. C'est un peu ça qui s'est passé avec XRP quand ils se sont fait poursuivre par la SEC. La SEC a dit, vous n'êtes pas un token utilitaire, vous n'avez aucune utilité, vous êtes un security, vous devriez être enregistré, on vous poursuit. Puis les real-world assets en lien avec la DeFi, comment tu vois ça quand ça vient comme avec les risques, le monde des crédits, les nouveaux marchés aussi qui vont se créer dedans? En fait, moi, je trouve ça quand même intéressant et après, ça va être à suivre de proche. Parce que comme n'importe quoi, la plupart des real-world assets, c'est une bonne question, ça va être dans le domaine de la finance. Ça va être des obligations, du crédit, des bons crédits ou des crédits mezzanines ou des choses comme ça. Et naturellement, ça peut exciter beaucoup de gens. Mais si tu n'as pas une bonne compréhension de l'immobilier, tu vas juste perdre de l'argent avec ton token. Parce qu'il va falloir avoir une compréhension de l'écosystème crypto et DeFi et real-world assets, mais aussi une compréhension de l'immobilier. Même chose avec tout ce qui est dans la finance régulière qui va aller vers la DeFi, comme tu dis, les dettes, crédits, obligations et tout ça. Éventuellement, on va voir des real-world assets qui ont leur propre cycle. Pourquoi ils ont leur propre cycle? C'est parce qu'ils ne vont plus être complètement corrélés à la crypto, parce que leur revenu et leur corrélation va être par rapport à des obligations, dettes, crédits, etc., et différentes choses. Alors, il va falloir avoir une bonne compréhension de ça. Parce que si jamais tu as un projet, comme exemple, on va rester sur Ondo Finance, que finalement, il est basé sur des obligations, etc., et que les obligations ne sont pas solides et qu'on voit que ce n'est pas transparent, il pourrait perdre beaucoup d'argent. Ou il y aurait beaucoup de projets qui pourraient dire, nous, on a tant d'obligations de ci, de ça, donc notre token, il vaut tant parce qu'on a ça en arrière. Mais est-ce qu'ils ont vraiment ça en arrière? Il va falloir faire une vérification. Comme on a vu des choses comme FTX, qui était un des plus gros échanges, et ils n'avaient pas vraiment ce qu'ils disaient qu'ils avaient. Et quand c'est parti un peu en cacahuète et que les gens ont essayé de retirer, ça a été la catastrophe. Puis actuellement, on parle beaucoup de Ondo Finance, mais est-ce que Ondo Finance, ils ont aussi, admettons, de la compétition? Si oui, ça serait qui? Ondo Finance ont un peu de compétition. Par qui? Mais je ne veux pas nécessairement citer de projet parce que ça va attirer les gens à regarder des projets qui, pour l'instant, sont vraiment pas si solides. C'est pour ça que je garde Ondo Finance comme... il n'est pas intuable, là. Mais c'est juste qu'en termes de solidité de projet, d'équipe derrière et tout ça, c'est le moins sketchy. Il y en a d'autres qui donnent de la compétition, mais c'est un petit peu sketchy comment ils le font et l'équipe derrière. Donc, je ne veux pas commencer à nommer des projets qui vont faire en sorte que les gens vont faire des trucs un peu bizarres, mais c'est pas trop difficile après de voir qui est dans ce domaine-là. Vous pouvez aller par exemple dans CoinGecko, vous mettez Ondo Finance, vous allez voir le secteur des RWA et vous allez voir tout le monde dans le secteur des RWA, ou même chose, secteur de RWA, catégorie RWA directement sur defilama.com et puis vous allez pouvoir voir aussi. Et là, les gens pourront prendre leurs propres décisions. Good. Merci beaucoup, Sam, pour cet bel épisode.
Et tu veux-tu ajouter un mot à la fin? Non, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter. En fait, c'est un épisode quand même court, mais droit au but. Puis, je voulais juste lever le point des real world assets, à quel point c'est intéressant et quelque chose qu'il va falloir penser autour de ça, justement, par rapport à son portfolio, parce qu'au début, on parlait de portfolio, mais c'est de diversifier par secteur. Et moi, ce que je pense qui va être intéressant, c'est de se poser c'est quoi les secteurs clés qui vont amener un changement et qui vont travailler ensemble. Donc, c'est sûr que si on regarde des secteurs qui vont travailler ensemble, c'est pas vraiment non corrélé parce qu'un secteur dépend de l'autre et vice-versa. Mais il y a certains secteurs qui vont être super importants. Par exemple, je pense que les real-world assets sont super importants, mais tu ne peux pas avoir de real-world assets si tu n'as pas exemple d'Oracle. Donc, le secteur des oracles va être super important, tout ce qui est oracle et données. Parce que si tu n'as pas des oracles et des données pour transmettre l'information du monde réel vers les projets qui te tokenisent et tout ça, ben rien ne fonctionne. Donc, tu sais, si on part en secteur, justement, ben il va y avoir le secteur de RWA, mais un secteur super important va être les oracles et les données. Mais ensuite de ça, oui, tu as les RWA et les oracles et les données, mais si tu n'as pas de gros layer 1, 0 pour bâtir ces projets, donc des choses comme Ethereum, Solana, Avalanche, etc., où tout est bâti, ben tu n'as rien non plus. Donc, c'est sûr que des secteurs qui vont être super intéressants à suivre, c'est le real world asset, mais aussi les oracles données, mais aussi les layer 1 et layer 0, tout ce qui est là pour bâtir des projets. Et aussi, naturellement, des gros secteurs dans la DeFi comme les prêts et emprunts qui font qu'il y a plus d'argent qui circule. Et plus d'argent qui circule, ben, c'est important pour tous les projets aussi. Donc ça va être quelque chose à regarder, ces différents secteurs qui sont vraiment importants et cruciaux, et ça va être le plus intéressant à suivre. Après, il y a des plus petits secteurs comme les métaverses, l'intelligence artificielle commence à grossir et tout ça. Ça va être intéressant, mais beaucoup plus spéculatif pour l'instant et beaucoup moins nécessaire. Alors moi, j'invite les gens à regarder c'est quoi les gros secteurs nécessaires vraiment solides et voir comment vous pouvez concocter un portfolio, quelque chose autour de ça. Parce qu'il y a des choses que comme c'est obligatoire, sinon tout s'écroule. Donc, c'est quoi ces choses-là? Bon, on vient d'en voir quelques-uns de ces secteurs-là, puis après, ça va être aux gens de faire leurs propres recherches pour pouvoir diversifier leur portfolio en se rappelant de deux choses. Un, la première gestion du risque est le truc le plus important, c'est le prix auquel j'achète l'actif. Deux, je veux de la diversification concentrée, non corrélée. Je ne veux pas être dilué. Ça, c'est vraiment important. Et